En quittant l'Odève, en direction du plateau du Larzac, il faut grimper quelques kilomètres pour arriver à la Flessière. C'est une ancienne ferme isolée, posée au milieu d'une nature rude et sauvage, dans un cadre propice au calme, grâce à son environnement paisible, loin de tout bruit. Elle abrite une des communautés de l'Arche, fondée par Lanza del Vasto en 1948, après sa rencontre avec Gandhi. Une poignée d'engagés, membres de l'Arche, composée de 4 couples avec 5 enfants, accompagnés de quelques volontaires, vivent la non-violence dans tous ses aspects. Que ce soit dans le quotidien, dans le travail, dans la relation avec l'autre, dans l'engagement politique pour la paix et la justice. Ils expérimentent une forme de vie tournée vers le service, le partage, la simplification des besoins, l'approfondissement spirituel. Il y avait cette petite phrase de Lanza del Vasto que je déforme, Fra qui m'excuse du haut du ciel. Ami connaît la dignité de l'acte vertical qui est le propre de l'homme. Même les oiseaux sont couchés dans leur vol ou assis sur leurs pattes. Et ça, pour moi, ça a été le déclic qui fait que je suis là avec vous aujourd'hui. Là, j'ai dit, voilà quelqu'un qui sent, qui pense et qui sent en même temps, qui donne des images pour penser et qui remet l'homme au milieu d'un acte personnel dans la société. Pourquoi l'injustice, pourquoi nos sociétés, les inégalités, tout ça. J'ai trouvé que Lanza proposait des choses assez logiques et assez dans sa pensée. Et que l'Arche avait peut-être des réponses pour moi aussi. Et puis c'est comme ça que je me suis mis à chercher un petit peu, à voir qu'est-ce qu'il y avait dans cette pensée et surtout expérimenter parce que c'était une pensée accompagnée d'une expérience et ça m'intéressait. En fait, quand j'étais jeune étudiante à la faculté des sciences de l'éducation en Allemagne, on m'a parlé de cette communauté. Alors je suis venue voir et j'avais fait une session d'introduction à la philosophie de la non-violence, de la vie communautaire en langue allemande à l'époque. Et après, je suis revenue plusieurs fois pour faire des stages, etc. J'ai connu mon futur mari aussi, qui était déjà là, Fernando, et on a commencé à cheminer ensemble. Quand j'ai eu assez de cette vie citadine, j'étais écrasé par ce style de vie orienté vers consumérisme qui pousse une grande partie des gens de s'épuiser par le travail très exigeant, par ce stress, cette vitesse de bruit urbaine. J'étais vraiment écrasé aussi par constatation que quand même il y a beaucoup de jeunes, surtout de gens qui sont exclus, qui jamais ne pourront pas être au niveau de la consommation actuelle et ça engendre une grande frustration, une révolte, ces jeunes. Alors je me suis dit non, je ne peux pas continuer ce style de vie. Je m'orientais ma vie vers la vie à la campagne pour vivre simplement en produisant des choses nécessaires pour la vie, c'est la nourriture, si c'est possible avec différents ateliers, des choses nécessaires. En 1983, j'ai entendu parler de l'Arche dans les cercles où on se préparait pour des actions non violentes. À l'époque, contre les missiles en Allemagne. En 1988, j'étais ici pour une session Connaître l'Arche qui m'a très touchée, qui m'a fait sentir un peu, même à la maison, par les chants, par les danses, les prières. Et en 2004, je suis venue pour passer mes vacances ici, 3 semaines, et là, j'ai connu mon mari. Tout ce qui était enseignement de Gandhi, tout ça nous touchait, et on a décidé de venir ici il y a 17 ans. On avait déjà un petit garçon de 2 ans, et ensuite on a eu notre fille Claire quand on est arrivé. On est arrivé avec
Et après, ça nous titillait un peu quand même de vivre en communauté et à l'Arche. Christophe, il voulait que ce soit l'Arche, et moi, ça me plaisait. Voilà, donc au bout d'un temps, on a demandé à venir ici parce qu'ici, ça nous plaisait. Il y avait un peu toutes sortes de travaux. Il y avait l'agriculture, il y avait de l'accueil, il y avait l'artisanat. Il y avait aussi des familles avec des enfants petits. Oui. Bon, tout ça faisait que ça nous plaisait. Donc voilà, on est ici. C'est d'abord ce travail personnel, commencer à construire la société qu'on voudrait faire demain, commençons aujourd'hui la révolution, faisons-la. Allez, nous, changeons notre vie, diminuons nos besoins, essayons de produire ce qu'on a besoin, essayons de ne pas porter atteinte aux autres dans ce qu'on fait, essayons de résoudre nos problèmes entre nous. Ce qui nous lie, c'est la non-violence. Alors la non-violence, c'est quelque chose de très vaste, et chacun y met un peu ce qu'il veut. Mais disons, moi, la non-violence, comme valeur, c'est la vie simple, la vie fraternelle, le travail manuel, être responsable de ses actes, et puis la beauté aussi, la fête. Pour moi, c'est non-violence et spiritualité. Ça, c'est les deux grands axes. Mais aussi trouver une unité de vie dans tout ce qu'on fait, dans notre vie moderne qui est tellement morcelée que ça éclate un peu dans tous les sens, essayer de retrouver cette unité entre une aspiration spirituelle, un engagement quand même dans la société, de partage, de vivre ensemble. Et aussi être en lien avec la terre, pour moi c'est important aussi. Les buts, c'est pas de vivre ici, les buts, pour moi, c'est d'être dans certaines valeurs, des justices, des responsabilités. D'abord, cette expérience d'unité de vie, que je travaille, je prie, je chante, je danse, je fais les fêtes ensemble sur un lieu. Une des originalités de notre communauté, c'est la dimension spirituelle et l'action à l'extérieur. Ça fait partie des originalités. Parce que beaucoup de communautés, c'est des gens qui se mettent ensemble, qui font une direction économique, mais là, nous, c'est un peu ça qui m'a attiré aussi. Enfin, il y a la première cloche à 7h30. Oui. En général, c'est pour la méditation. Ensuite, il y a une cloche à 8h30 pour la prière. Bon, la prière, normalement, les gens ont pris leur petit déjeuner, ont fait des exercices, de méditation. Bon, il y a les trayeurs qui ont déjà trayé les vaches, parce que c'est une contrainte. Les vaches, il faut les traire 2 fois par jour à 12 heures d'intervalle. Donc, de 6 à 7, il y aura équivalent entre les vaches. Ensuite, il y a la prière. Après, il y a une réunion de travail qui est souvent un petit moment convivial, mais qui est très important, où chacun dit ce qu'il va faire, on distribue les tâches, on donne les informations. Déjà, ça dure 10 minutes, des fois 20 minutes, mais c'est très important, ça permet un peu de faire du lien entre nous. Puis après, il y a les pluches. Les pluches, c'est-à-dire qu'on épluche les légumes pour le cuisinier. Et ensuite, chacun vaque à ses affaires jusqu'à 12h30. À 1h, la cloche sonne pour le repas de midi. Et puis l'après-midi, de 2h30 à 5h, pareil, 5h30, on travaille. Il y a une particularité, c'est que chaque heure travaillée, on parle du rappel, on fait un rappel. Un rappel, c'est un petit exercice qu'a enseigné Lanza, c'est dès le début de l'Arche, et que j'ai vu qui était repris par les bouddhistes des pruniers, qui sont autour de Thich Nhat Hanh. C'est un petit moment, on s'arrête, la cloche sonne, on s'arrête, et on fait attention à soi, à enlever ses tensions, à prendre sa respiration, à se recentrer. Parce que des fois, là, on travaille, surtout quand on désherbe, tout ça, on peut se tendre, et au moment où on se crispe, et puis on génère des tensions qui sont néfastes à soi, puis à la relation aux autres aussi. Voilà. Donc le rappel, c'est une coupure, quoi. On se recentre. Et alors, quelles sont tes fonctions dans l'Arche? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Puisque ici, à la communauté, je suis pour le moment la dernière arrivée qui a resté. J'ai pris un peu ce qui était vacant au niveau de poste. Alors, les plantes aromatiques, si possible aussi un peu leur transformation. Plus tard, j'ai pris la comptabilité.
avoir le premier contact avec les groupes qui veulent faire des sessions chez nous et organiser ça un peu. Je m'occupe principalement du jardin, du potager, bon, avec d'autres, mais c'est mon travail. Après, je participe à l'organisation des stages, voilà, l'accueil. Et bon, j'ai aussi un autre travail, comme je suis professeur de yoga, je donne aussi des cours de yoga à l'intérieur de la communauté et aussi à l'extérieur. Et j'interviens dans les écoles pour des projets de yoga pour les enfants. Cette vie me rend une grande dignité, une joie de vie, parce que je commence le processus de la production en accompagnant les vaches au pâturage. Je vois ce qu'elles mangent, comment elles se portent au niveau de santé. Après, je fais la traite, je récupère le lait, je m'occupe de transformation de lait. Et après, je produis ça pour vendre. Et je le vends. Je rencontre les clients, alors je sais qu'est-ce que c'est le produit. J'ai travaillé ici avec un potier qui avait à la Borie. Ensuite, j'ai fait des formations dans les différentes écoles. Voilà, c'est beaucoup en pratiquant. Mais avant, j'ai fait la ferme. J'ai travaillé 10 ans sur la petite ferme. Ah ouais. Je me suis occupé un peu des vaches. À l'époque, on avait des chevaux aussi. L'attraction animale pour débarder. Voilà, après, j'ai fait un peu d'animation aussi, animer une session. Il y a des gens qui viennent aussi en apprentissage, à l'atelier. De famille. Alors, on mange, il y a les repas communautaires le midi, ensemble, et le soir, on mange en famille avec les enfants. Chaque famille élève ses enfants, est responsable de ses enfants. Et voilà. Et donc, le soir, on mange ensemble. La cuisine a été préparée le midi pour nous, pour tout le monde. Hein. Donc, on prend notre part. Souvent, on ajoute un petit quelque chose pour l'enfant, pour qu'il sente qu'on personnalise le repas, que c'est pas comme à la cantine, que c'est une cuisine pour tout le monde, quoi. On personnalise le repas, puis on mange ensemble. Et bon, c'est très important d'avoir des temps en famille. Le petit déjeuner et le repas du soir sont en famille. Voilà. Comme le dimanche est en famille. Alors les enfants, ça n'empêche qu'ils sont très libres, hein. Ils viennent au repas communautaire. Des fois, ils viennent à la prière, où ils participent aux fêtes, mais disons que vous faites très attention à respecter les temps familiaux. On a 2 filles adolescentes. Adolescentes, oui. Elles ont connu l'Arche depuis tout petit. Oui, et comment elles l'ont vécu? Mais je pense que ce qu'elles disent aussi, qu'ils ont eu une enfance merveilleuse, parce que c'est le paradis pour les enfants. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont pu jouer ici? Il y avait une autre famille, ça c'était bien aussi. Ils sont vraiment grandis en grande liberté, dans la nature, et en jouant librement. Et après, maintenant qu'ils sont adolescents, il faut un peu plus faire attention à eux, qu'ils ne souffrent pas d'être coupés, d'être un peu au bout du monde. Ça fait qu'on les conduit beaucoup, à avoir des copines, à avoir des activités. Voilà, on fait ça à l'extérieur. Et ça fait qu'on est pas mal dans la voiture. Voilà, ça c'est un peu les compromis qu'on doit faire. Voilà. Est-ce qu'ils se sentent différents des autres enfants Bon, ils le sont, hein, forcément. Oui. Parce qu'on fait des choix qu'eux aussi ils vivent. Il n'y a pas la télé, on vit simplement. Bon, comme tu as vu, il n'y a pas les toilettes partout. Bon, les douches, c'est pareil. Hein. Quand ils veulent inviter des amis, il faut qu'ils soient vraiment très à l'aise. Et après, le vivre au quotidien, bon, tu vois, s'ils ont envie de faire des activités, on essaye quand même de répondre à leurs envies. On les coupe pas du monde. Hein. Bien sûr. Quand on est arrivé ici, il s'est posé la question de savoir si on faisait l'école à la maison ou si on les envoyait au village. Bon, ben pour avoir des relations avec le village et pour les enfants, on a choisi qu'ils aillent à l'école au village. Et quel est le regard de leurs copains et copines sur le fait qu'ils soient ici à l'Arche? Ah, ça dépend. Je pense qu'ils en parlent vraiment ouvertement à ceux qui ont la confiance qu'ils vont comprendre. À d'autres, ils n'en parlent même pas.
Parce qu'ils font quand même le grand écart entre ce monde du collège où il ne faut pas être différent. Ici. Alors les amis avec lesquels ils ont vraiment confiance, ils en parlent, ils invitent, et d'autres, ils n'en parlent même pas, je pense. Non, il n'y a pas de jugement, je crois pas. Je crois pas. Déjà au village, quand ils étaient petits, on n'a pas senti. Et plus grand, au collège, non, au contraire, il y a des parents qui aiment bien venir nous voir, nous rencontrer. Chaque mardi après-midi, on a une réunion où on organise la semaine. Voilà. Alors il y a deux parties. Une partie qui est ouverte à toutes les personnes qui restent un peu. On organise vraiment la semaine dans le concret, hein, les fêtes, le travail, les tâches, les absences, enfin, qui fait la cuisine quel jour. Voilà. Et autrement, on a une deuxième partie où c'est une réunion entre nous. Alors là, on règle des problèmes plus personnels. Disons, nous, l'intérêt de vivre en communauté, c'est qu'on apprend d'abord à dire ses besoins, à exprimer ses désirs et aussi à respecter l'autre, à l'écouter. Et c'est déjà un entraînement pour l'action. On a notre combat, hein. Nous on a chacun notre histoire et nos manques. Hein. C'est pas parce qu'on est ici que nous dit voilà, la vie nous a menés ici, on a fait des choix, mais les contextes sont différents, mais les combats qu'il y a chacun chez soi pour se connaître et pour résoudre ces nœuds, il est là pareil. Hein. Vivre en communauté, c'est un défi. Hein. C'est pas le paradis tout rose. On a chacun notre façon de penser, on a notre histoire, nos problèmes passés qu'on n'a pas résolus. Donc si on ne prend pas les moyens nous-mêmes de travailler sur nous-mêmes, des moyens d'écoute, de la correspondance non-violence, du discours non-violent, c'est sûr que c'est voué à l'échec. Il faut une volonté vraiment profonde, une conviction profonde pour vivre en communauté. Et je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est un choix que le village communautaire a tendance partagée, en tous les cas de solidarité. Toutes les solidarités, tous les partages vont dans l'ordre de cette recherche d'une nouvelle société. Quoi. On est en chemin vers quelque chose avec nos limites, mais c'est ça, c'est une école. Et c'est peut-être la chose la plus intéressante, je ne sais pas. La vie communautaire, c'est expérimenter tout ça avec d'autres et voilà, essayer de cheminer. Et je pense que ça te forme à aborder les conflits autrement. Comme ressources, on a la fromagerie, la poterie, l'artisanat en général, parce que la poterie, il y a aussi les huiles essentielles, il y a aussi d'autres petits artisanats qui sont un complément. Il y a aussi l'accueil, on accueille des groupes pour faire des retraites, surtout des groupes bouddhistes, mais aussi des groupes de danse folklorique. Bon, c'est très varié, hein. Il y a toutes sortes de groupes qui viennent, des groupes de yoga randonnée aussi, aussi des groupes pour former à l'action non violente. Voilà, on accueille des différents groupes et que c'est une occasion de ressources. Mais aussi ce qu'il y a, c'est qu'on vit quand même très simplement. On est propriétaire des lieux indirectement. On produit nos légumes, on produit tous nos produits laitiers. On a 2 voitures pour 4 familles, ce qui fait qu'en fait les dépenses sont réduites. On a des dépenses parce que bon, il faut mettre de l'essence, le garagiste, le payer l'électricité. Puis on a des ados qui font des études, mais quand même on a des dépenses réduites. Le fait de mettre en commun les choses réduit considérablement les dépenses. Est-ce que vous recevez des aides financières extérieures? Alors nous, les seules aides qu'on touche, c'est les allocations familiales, les bourses scolaires pour les enfants, qui vont aux enfants, et l'aide pour l'agriculture, les primes de montagne, des choses comme ça. On ne touche pas d'autres subventions, pas d'autres aides, parce que pour nous c'est très important la cohérence. C'est-à-dire on dépense l'argent que l'on gagne. Et si on ne gagne pas assez d'argent, soit on simplifie notre vie, soit on se donne du mal pour améliorer nos ressources. Voilà. On vit ensemble, on partage tout. Donc c'est une dimension très pratique. Bon, il y a des dimensions spirituelles, mais il y a une dimension très concrète, très pratique. C'est que on travaille ensemble, on met les biens ensemble et après on partage. Ce qui fait que tout l'argent qu'on gagne est mis dans une seule caisse commune. Et après chaque personne reçoit
une somme pour ses dépenses personnelles, pour ses loisirs, pour ses extra-alimentaires. La communauté couvre tout ce qui est voyage, santé et le quotidien, quoi, la nourriture. Et après, nous, avec cet argent, on achète. D'accord. Et la somme qui est remise à chacun, elle est de quel ordre? C'est 100 € par personne, par mois. Voilà. D'accord. Et avec ça, on doit faire. Et pour les vacances, on reçoit un complément. Comme la communauté ne peut pas couvrir les besoins alimentaires, puis comme aussi c'est des vacances, on reçoit aussi une somme en plus. Non, parce qu'on est très ouvert au monde. D'abord, on a beaucoup de passages, des gens de différents horizons. Et on est en lien avec beaucoup d'associations, des organismes qui luttent justement dans les droits de l'homme. Moi-même, en étant ici, je suis parti au Guatemala avec une organisation qui s'appelle Peace Brigade International, où j'ai travaillé 6 mois sur le terrain, et après je travaillais dans la formation de nouveaux volontaires. Non, moi je ne me sens pas du tout coupée, parce que je lis les journaux, et pas seulement les journaux comme Le Monde, mais aussi un peu des revues un peu alternatives où j'ai d'autres informations. J'écoute la radio, voilà, et on a Internet aussi. Ça fait que je me sens reliée au monde, il n'y a pas de problème. On sort, on va à des rencontres, on fait partie des réseaux. C'est sûr, il faut chercher un peu là aussi ces contacts avec l'extérieur, mais on les fait. Au début des années 90, j'étais plus que 5 ans en Amérique centrale. J'ai vécu avec les très pauvres campesinos sans terre, réfugiés et après repatriés. Et dans ces conditions-là, sans électricité, avec un poste d'eau pour toute une petite communauté de 60-80 personnes. Alors là, je m'ai habituée que toutes les informations importantes passent de bouche en oreille. Alors, je m'aperçois maintenant que je ne me sens pas tout à fait coupée, parce que j'ai cette confiance que toute information importante, elle est ruminée, elle est partagée. Et de cette façon, ça me convient ici de ne pas avoir besoin de me protéger de cette superflu d'informations avec lequel on est attaqué normalement en ville. Quelques familles qui vivent ensemble, comme ça, dans la paix, dans l'harmonie, avec des choses simples, de la nature. C'est très très bon. Ouais, c'est vrai.